Bonjour, bien sûr que je suis content de vous retrouver derrière le petit écran d'LCM pour ce nouveau numéro de Bleu Pays, l'émission consacrée aux Alpes de Haute-Provence. Nous allons évoquer cette semaine l'initiative mise en place par le syndicat Village et Cité de Caractère. Et pour bien en parler, nous avons invité son président, Jean-Louis Adrian, qui est aussi vice-président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, en charge de l'Europe. Jean-Louis Adrian, bonjour. Bonjour Sébastien, c'est toujours un plaisir que de vous rencontrer car nous pouvons parler de choses constructives et démontrer ce que nous faisons pour le bien de ce département. Merci réciproquement. Je suis content à chaque fois, Jean-Louis, de vous recevoir. J'ai précisé dans la présentation en charge de l'Europe au sein du Conseil général parce que quand on va évoquer village et cité de caractère, ça a son importance. Ce dossier est très important puisque nous sommes une des illustrations de ce que nous pouvons faire avec les crédits Alcotra, qui sont la base de financement Interreg, qui permet aux Français et aux Italiens de développer leur coopération au-delà des frontières. L'Europe, ça marche. Mais sur ce cas précis, je suis tenté de vous répondre, ça marche même très bien, puisque je l'avais déjà dit à une occasion, quand les choses vont bien, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les programmes Alcotra sont une totale réussite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même sur la qualité des échanges qui peuvent se développer en permanence avec nos amis d'Italie. Jean-Louis Adrian, petite piqûre de rappel bien nécessaire, rappeler ce qu'est le syndicat Village et Cité de Caractère. À quoi ça sert ? Alors cet organisme est là pour mettre en valeur le beau patrimoine de 12 petits villages qui ont été sélectionnés au travers d'une charte de qualité pour être ceux qui respectent le mieux la mise en valeur de leur patrimoine, favorisent l'accueil dans les meilleures conditions possibles des touristes qui veulent rendre visite à ces espaces, et enfin assurer la promotion et la valorisation de ces espaces pour, à son tour, drainer des crédits et des revenus aux personnes qui veulent vivre au pays. Comment ça se fait que vous avez un jour sauté le pas et passé la frontière pour aller voir nos amis italiens ? Alors c'est là que l'Europe intervient, et l'Europe a dit que si des acteurs qui se trouvent en France trouvent des opérateurs italiens qui veulent mettre en valeur et développer des idées communes et que les retombées économiques se fassent de façon identique des deux côtés de la frontière, l'Europe apporterait des soutiens financiers considérables. Donc la mouche nous a piqué et nous sommes intéressés, et grâce à l'existence de ces fonds européens, nous avons pu découvrir des acteurs italiens, des élus, des responsables administratifs, des responsables architectes, puisque le patrimoine est quand même un des fils conducteurs de tout cela. Et nous avons appris à nous apprécier, à nous découvrir, et nous en sommes arrivés à un point d'amitié qui est même subjugué, puisque je peux même parler moi d'une fraternité qui a su naître dans ces grands espaces franco-italiens. Donc ce programme avait un grand intérêt puisqu'il visait à mieux connaître entre nous nos techniques de mise en valeur et de sauvetage de patrimoine. Ce sera une des parties qui vont être évoquées tout à l'heure. Mais fort de la dimension territoriale, nous avons voulu jouer la carte des échanges touristiques pour drainer pour notre profession hôtelière, mais également pour les hôteliers et restaurateurs italiens, des échanges de nos bassins touristiques qui sont considérables et situés dans une zone de proximité remarquable en termes de distance, puisqu'en 3 heures de voiture, nous arrivons à rejoindre les deux bouts de cet immense territoire. Et tout le monde n'avait peur par le passé de franchir les Alpes. C'est vrai que ça peut paraître effrayant, mais notre objectif a été de démystifier tout cela et en démontrant que nous avons beaucoup à découvrir, nous Français, en Italie. Tellement les espaces naturels sont de belle qualité, tellement les efforts de valorisation architecturale se sont développés, mais il y a également les bons produits de l'agriculture, les bons produits de l'énologie qui méritent tout notre intérêt.
Et rassurez-vous, les Italiens faisaient pareil. Ils n'avaient pas trop envie de venir nous rendre visite ces dernières années, attirer vers le sud les grands espaces littoraux de la Ligurie, et peu d'entre eux osaient franchir vers l'ouest pour venir découvrir nos champs de lavande. Il fallait donc communiquer, échanger sur ces concepts, et c'est une brochure qui a été inventée grâce au Crédit Alcotra, qui met en avant ce qu'il y a de plus remarquable sur ces deux petites zones, avec l'ambition que nous puissions offrir en traduction simultanée en français et en italien pour que la même brochure serve des deux côtés de la frontière, et avec pour ambition une carte d'un genre un peu particulier, puisque les deux espaces, le département des Alpes de Haute-Provence et la province de Cuneo, apparaissent réunis sur le même document. Et pour une fois, la frontière n'existe plus. Jean-Louis Adrien, aujourd'hui, le programme est terminé. Pour autant, vous continuez à échanger, vous continuez à vous voir, et ça a été le cas l'automne dernier. Eh bien, c'est exactement ça. Nous avons, comme je vous le disais, développé une forme de fraternité. Et nous ne pouvons plus nous empêcher de nous retrouver avec nos partenaires et amis italiens, nos frères italiens. Et il est toujours bon de pouvoir échanger, voir ce qui a pu évoluer entre nos précédentes visites, qui, elles, étaient dictées par la gestion des programmes et les financements que nous avions obtenus. Mais la passion de nous rencontrer, d'échanger, a été bien supérieure à la présence des fonds, qui seront indispensables pour l'avenir de nos territoires, hein, rassurez-vous, mon cher Sébastien. Mais nous avons donc pu trouver le temps et les moyens de poursuivre nos échanges avec la visée de préparer les futurs programmes européens. Du côté de Cuneo, qu'est-ce qu'il est en train en ce moment de se passer, Jean-Louis Adrien? Bien, nous voulions aller voir ce que la ville même de Cuneo réalise pour mettre en valeur la rue principale qui s'appelle la Via Roma. La route pour Rome. C'est la route qui va à Rome. Ouais. Et toutes les villes italiennes ont une Via Roma. Et celle de Cuneo reprend la partie la plus ancienne du centre historique et dispose d'un élément architecturaux à mettre en valeur remarquable sur les maisons d'habitation de chacun des individus qui habitent sur cette rue. Mais comme dans toutes les villes, l'usure du temps, la pollution atmosphérique faisait que ces façades s'étaient décrépies, étaient devenues désuètes, même parfois pas très regardables. Dans l'inspiration de dire il faut booster un peu les riverains de cette grande rue en les aidant à faire beau, est apparue une évidence. Et avec l'ordre des architectes de la province de Cuneo et l'adjointe à la mairie de Cuneo, nous avons pu constater des efforts et des avancées remarquables, puisque cette rue est en chantier depuis déjà 18 mois. La physionomie est totalement bouleversée, et comme elle est en ce moment encombrée et bordée de tout un tas d'échafaudages, montrant comme dans une fourmilière les maçons qui s'activent pour rendre cette rue avec toutes ces lettres de noblesse, je me languis qu'arrive rapidement 2015 et que nous voyons la Via Rome retrouver toute sa splendeur d'antan. Jean-Louis Adrien, ce que je note là, on parle de Cuneo, c'est qu'il y a de fortes similitudes entre ce qui se fait du côté italien et ce que fait village et cité de caractère. Écoutez, c'est remarquable, Sébastien, puisque des deux côtés de la frontière, nous avons décidé de nous atteler à la mise en valeur des espaces privatifs, que sont les maisons d'habitation des personnes qui bordent les rues, ou les ruelles pour nous dans notre département, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir des grands boulevards dans nos petits villages. Et le fait de s'intéresser à leur valorisation, leur remise en état, leur décoration, pour que les gens trouvent un cadre de vie plus agréable pour les riverains, mais que nous offrions un écrin pour les nombreux touristes qui vont avoir envie de venir visiter nos espaces publics, est apparu une évidence. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que pour atteindre ces objectifs, il faut inciter les propriétaires. Oui. Et nous avons noté, les Italiens ont mis en place avec leurs services fiscaux une mesure de défiscalisation des travaux. Et de la même manière que nous le faisons, nous, syndicats des villages de caractère, nous apportons une subvention en capital aux particuliers qui refont leur façade.
Eh bien, imaginez-vous que la ville de Cuneo a pris également le même type de dispositif. Donc, un effort qui se ressemble, une dimension totalement disproportionnée, puisqu'il y a là une très grande ville, c'est la capitale provinciale, et nous avons 12 petits villages. Mais l'enjeu et la façon d'atteindre les objectifs sont similaires, c'est stupéfiant. Jean-Louis, vous en avez parlé tout à l'heure. Je vous propose, je suis allé le rencontrer, je vous propose d'écouter là-dessus sur cette Via Roma de Cuneo, eh bien Luciano Mandrillier, qui est le responsable de l'ordre des architectes de la province de Cuneo. Luciano Mandrillier, on vient de voir les travaux qui sont en ce moment menés via Roma. Il y a des similitudes dans la façon où vous incitez les propriétaires à faire ces travaux, des similitudes avec ce qui se fait en France et avec villages et cités de caractère, n'est-ce pas? C'est une initiative qui est spécifique sur la ville de Cuneo, qui est en tout cas le chef-lieu du département, donc une ville de 60 000 habitants, assez importante. Et je crois qu'il y a trois outils qui se mettent en place, qui sont un outil technique, un cahier de charge, une fiche technique, si on veut dire ça, qui a été rédigée par les services techniques avec l'aide des architectes de la ville de Cuneo. Un outil financier, qui est une épargne, un impôt donné par l'État sur le ravalement de façade, et un outil économique qui est une subvention mise à disposition par la ville directement pour les particuliers, pour permettre de remettre en état ces façades avec toujours un respect pour le patrimoine, pour ce qui est l'ancien bâti, pour ce qui est le respect du paysage urbain. Où en êtes-vous dans les avancées de ce beau chantier au sein de la Via Roma? On est maintenant, sauf certains bâtiments importants et encore publics qui n'ont pas encore été intéressés par cette démarche, on est à hauteur de 50% d'avancement de travaux. Et je crois qu'à régime, ça va arriver même plus, 2/3. Il y a de grandes ressemblances avec les actions menées de l'autre côté de la frontière dans les Alpes de Haute-Provence par le syndicat Village et Cité de Caractère. Dans le cadre de nos visites transfrontalières et des échanges qu'on a eus avec les architectes des Vents de France, on s'est aperçu que le projet, l'initiative menée par les Villages et Cités de Caractère dans le 04 était presque identique à celle que la ville de Cuneo menait dans son centre urbain, dans sa rue principale, dans Via Roma, avec les mêmes outils, avec le même schéma de cohérence, avec les différences dues aux différents cadres réglementaires français et italiens. Jean-Louis Adrian, puisqu'on évoque ce séjour en automne, enfin l'automne dernier, vous avez aussi, avec votre délégation, avec celles et ceux qui vous accompagnaient, pu inaugurer 2 autres chantiers. Mais exactement, donc nous avions pu dans un précédent voyage, une précédente mission, découvrir les réalisations qui se sont effectuées chez nos amis dans la région de Alba. Et 2 chantiers avaient pris un peu de retard et nous avons pu donc, grâce à l'initiative et à l'invitation des responsables communaux, inaugurer dans un premier temps la remise en état des décors peints d'une ancienne église des facultés du culte, qui est l'église de la confraternité de San Bernardino de Monteuro. Et nous avons vu la valorisation des citernes, des réseaux de ressources en eau et la mise en valeur des caves de l'ancien château qui accueille l'hôtel de ville de Castanito. Donc là aussi, je ne vous cache pas que retrouver ces élus avec qui nous avons appris à travailler ensemble, qui nous ont fait l'amitié de nous rendre visite en son temps dans les Alpes de Haute-Provence, qui avaient beaucoup apprécié le théâtre de verdure de Lurs, qui avait beaucoup apprécié le jardin des plantes aromatiques et des lavandes de Simiane-la-Rotonde, mais la cour des cloîtres de Cruis. Donc, tous ces éléments permettent de donner des idées, des échanges mutuels, et nous sommes déjà un peu en train de préparer l'avenir, voir comment déposer de nouveaux dossiers pour essayer de toujours mieux valoriser, mieux sauver ce beau patrimoine pour pouvoir le léguer aux générations futures.
En début d'émission, vous avez parlé de cette drôle de carte. Je dis drôle de carte puisque entre la France et l'Italie, il n'y a plus là de frontières. Cette carte qui permet aux uns et aux autres de se balader. Et ça marche. 17% d'Italiennes et d'Italiens en plus, de touristes italiens dans notre département. Mais Sébastien, c'est le chiffre qui ressort de l'Observatoire du tourisme de l'Agence de développement touristique à Digne. Et nous sommes persuadés que de pouvoir sensibiliser cette clientèle de proximité, qui est une clientèle assez aisée de la partie piémontaise du territoire entre Cuneo et Turin, mérite donc que nous mettions en œuvre des moyens de communication simplistes, avec des brochures attractives, et surtout en démontrant que nous sommes très proches géographiquement. Comme je vous le disais, quelques heures de voiture suffisent à découvrir ces grands espaces. Nos amis italiens étant friands des grands champs de lavande, comme bien d'autres pays de ce monde, ignoraient quelquefois que ces champs étaient finalement tout près de chez eux. Et c'est donc pour eux une grande découverte, une grande satisfaction. Mais comme tout ne doit pas marcher que dans un sens dans la vie, c'est aussi un point de fierté que d'apprendre que les responsables de la zone de Alba n'ont jamais rencontré autant de visiteurs français depuis quelques mois. Donc, est-ce que cela veut dire que ce système fonctionne, que nous sommes en train d'échanger nos bassins touristiques mutuels? C'est mon souhait. Alors on va écouter sur cette valorisation des échanges touristiques, quelqu'un que vous connaissez bien, si je vous dis Umberto Fava, forcément ça vous dit quelque chose, Jean-Louis? Nous sommes là avec un des acteurs essentiels, puisqu'il est le directeur du consortium La Moro, c'est très poétique, mais cela est une abréviation plus géographique. Il s'agit du territoire des Langhe, où se trouvent les grands vignobles italiens, du territoire de Monferrato qui rejoint la ville de Asti, et du Roero, typé pour ses grands vins blancs dans l'Italie du Nord. Donc M. Fava s'intéresse également au développement de la fréquentation touristique, et sur cette zone, il a sa façon de voir comment cela se développe. Umberto Fava, pour commencer, un commentaire sur les échanges franco-italiens et sur ce qu'ils ont permis, notamment l'élaboration d'une carte assez unique. L'argent, il a permis de faire un travail et de trouver et de créer une brochure dans laquelle il y a une map, une carte qui mise ensemble tous les deux les territoires. Et je crois que c'est un résultat très, très bon. Quelques mots sur l'importance pour l'économie de ces petites communes, de ces touristes. Les objectifs de ces communes, c'est la valorisation des petits villages. Alors, le travail que nous avons fait avec les artisans, les maçons pour la récupération des petits villages, c'est très important. Et pour les Italiens, il a été très important l'expérience des villages et les sites de caractère. Le tourisme qu'il y a entre les deux territoires, c'est un tourisme qui aime beaucoup les paysages, il aime beaucoup la cuisine, il aime beaucoup les produits typiques. J'imagine qu'il est nécessaire que l'Europe continue de soutenir cette initiative. Oui, je crois que c'est très important. Moi, je vois que le programme qui va donner l'argent dans les territoires qui sont transfrontaliers, c'est très important. Pourquoi ils permettraient à des territoires de travailler ensemble. Les lois elles sont un peu différentes, mais je crois que l'argent c'est une bonne opportunité pour faire des choses dans des territoires qui ont des choses qui sont similaires. Alors moi je crois que dans la prochaine programmation, l'argent que le programme Alcotra il mettra à disposition pour le territoire, il servira pour faire des autres collaborations entre ces pays. Oui, on parlait tout à l'heure de cette drôle de carte, je l'ai là, j'ai posé le regard dessus au milieu de ce document édité par Village et Cité de Caractère. Alors il y a la traduction aussi en italien, elle est au milieu. À qui s'est destinée cette carte, Jean-Louis Adrian? Mais Sébastien, nous avons pour objectif de sensibiliser les habitants autochtones du Piémont, que nous accueillons avec toute la fraternité qu'il convient. Mais nous avons noté aussi que nombreux de leurs touristes, qui viennent des pays de l'Est, de Hollande, des Anglais, beaucoup d'Allemands, des Suisses,
n'avaient pas forcément l'intention de terminer leur séjour en venant dans les Alpes de Haute-Provence, mais en se procurant ce document, puisqu'il est bilingue, nos amis touristes venant visiter les terroirs de Alba et de Cuneo ont quelquefois l'intention de venir terminer leur séjour dans les Alpes de Haute-Provence et nous les y accueillons bien évidemment à bras ouverts. Et là aussi, cela fonctionne parce que nombre d'Espagnols, de personnes de la région de Montpellier, de Bordeaux, des Parisiens, nous avons aussi des Américains, des Chinois, en visite dans les Alpes de Haute-Provence, trouvant la même brochure, se laissent volontiers tenter par l'approche œnogastronomique que peuvent offrir nos amis de Cuneo. Et vous l'avez noté, l'échange de la fréquentation touristique est en phase ascensionnelle et je voudrais bien croire que nous y sommes un peu pour quelque chose. Quelle histoire. Jean-Louis, où est-ce qu'on peut se procurer ce document? Donc, ce document est à la disposition de tous les touristes dans les offices du tourisme de notre département, mais nous sommes en train de travailler avec l'office du tourisme de la zone de Alba, qui accueille de très nombreux visiteurs et qui est un agencement remarquable, ainsi qu'avec l'agence de développement touristique de la province de Cuneo pour assurer une meilleure diffusion de celui-ci. Nous avons pris pour cible également le musée du vin de Barolo, qui accueille de très nombreux visiteurs. Vous m'avez fait découvrir d'ailleurs, incroyable musée, incroyable. Et nous voulons également mettre en valeur les nombreux touristes qui fréquentent la filature de Caraglio, ou le château de Roccolo, qui sont des espaces mis en valeur par l'association Marco Valdo et qui permettent de présenter une valorisation de l'art contemporain dans des cadres totalement inhabituels et qui accusent une très forte fréquentation touristique. Donc nous avons espoir que ces brochures retrouvent preneur et qu'elles attirent de nouveau de nombreux visiteurs pour que le beau chiffre de 17% ne reste pas lettre morte et continue de progresser. Jean-Louis, Adrien, comment vous travaillez avec les agences de développement touristique? Je pense qu'on appelle ça aussi comme ça en Italie. Comment vous travaillez avec elles? Nous avons d'abord appris à les découvrir, à les connaître grâce à ces programmes. Et fort du constat que de nombreux touristes viennent visiter les offices du tourisme aussi, nous avons donc décidé de les rencontrer, d'avoir 2 séances de travail grâce à ce séminaire que nous évoquons. Et nous avons eu un très bon accueil par l'agence touristique locale de Cuneo, ainsi que celle de la ville de Alba. Je ne vous cache pas, qui est très très fréquentée grâce à leurs produits œnogastronomiques, pour que nous trouvions un moyen de toujours mieux présenter la jolie brochure franco-italienne. Dans les 2 cas de figure, les présidents respectifs nous ont reçus et nous ont permis d'exprimer dans un cadre d'une grande convivialité nos préoccupations et nous ont offert la possibilité de présenter ces documents. On va dans quelques semaines voter pour l'Europe. Et on a toujours l'impression que c'est une usine à gaz, on n'y comprend rien, enfin que c'est pas concret du tout, que ça se passe là-bas, loin de nos préoccupations. Or là, ce que vous démontrez, c'est que l'Europe, ça marche. L'Europe fonctionne très bien, à condition de rester sur des approches très humaines, avec des objectifs et des idées qui résument quand même des préoccupations de tous les jours. Et malheureusement, certaines personnes qui s'intéressent à ces préoccupations sont peut-être trop souvent sur leur petit nuage et ne s'occupent pas forcément des problèmes que rencontrent nos concitoyens au quotidien. C'est un peu dommage. Mais sur l'approche de l'échange franco-italien, je puis vous garantir que nous savons comment cela fonctionne. Et je pense pouvoir dire que nos concitoyens ont appris que l'Europe a une forte utilité. Donc cela laisse présager qu'on va continuer et qu'on est en train de préparer, Jean-Louis Adrien, le prochain programme. Mais vous avez raison, Sébastien, dans les échanges que nous entretenons en off, puisque nous n'avons plus de crédit mis à notre disposition, montre que nous avons déjà commencé à réfléchir sur quel sujet nous pourrions développer les futurs échanges, que ce soit dans la zone des langues Rouerre et Montferrat autour de Alba, que ce soit avec la province de Cuneo, notre alter ego du Conseil général, puisque là-bas le Conseil général s'appelle toujours la province, comme nous avant la Révolution, mais que ce soit aussi avec une communauté de communes un peu particulière,
frontière, qui est la communauté montana de la Vallestour, puisqu'ils sont en pleine montagne. Nous avons donc l'intention de tout mettre en œuvre pour pouvoir déposer un dossier cohérent et poursuivre ces beaux échanges, puisque nous souhaitons que nous soyons entendus et que les crédits européens continuent de pouvoir répondre aux préoccupations du quotidien des concitoyens qui vivent de chaque côté de la frontière. Mais la question, serons-nous entendus? C'est à nous de montrer aux responsables de Bruxelles que nous savons nous servir de ce qu'ils nous offrent, mais à condition qu'on nous offre les bons tiroirs. Jean-Louis Adrien, je vous ai évidemment attentivement écouté. Puis je me souviens des propos là de M. Fava, d'Umberto Fava. Si je comprends bien, vous nourrissez tous les deux les mêmes espoirs quant à la poursuite de ces échanges. Il est indispensable que Bruxelles comprenne que ce qu'ils ont financé a été d'une très grande utilité et qu'il ne faut surtout pas changer le tiroir pour nous permettre de déposer de nouveaux dossiers qui ne pourront que renforcer la coopération en faveur de la valorisation de ces beaux territoires et de son patrimoine. Jean-Louis Adrien, merci d'avoir été l'invité de cette émission Bleu Pays. Ça tombe bien, Bleu Pays, nous sommes à l'Université européenne des saveurs et des senteurs, et ce Bleu Pays, c'est un petit peu celui du ciel, mais c'est surtout celui de notre lavande, et je vois que la cravate que vous avez mise est aux couleurs de notre plante fétiche ici. Nous en avons bien besoin, a le mérite d'être toujours mieux valorisé. Merci Sébastien. Merci Jean-Louis Adrien, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas, toujours dans Bleu Pays. Pour revoir ce programme, lcm.fr.